Imaginez monter à bord du RMS Titanic en 1912. C'était bien plus qu'un simple navire. C'était une ville flottante de rêve, un véritable chef-d'œuvre de son temps. Pendant des jours, ces passagers ont vécu dans un monde de, vous savez, luxe et d'excitation inégalée. Les voyageurs de première classe se promenaient le long du grand escalier, une magnifique création de chêne poli et de fer forgé. Ils dînaient dans des restaurants opulents, sirotant du champagne et profitant de conversations dans des salons somptueusement décorés. L'air était empreint du parfum des fleurs fraîches et des parfums coûteux. C'était un spectacle d'élégance édouardienne, un monde où chaque détail était conçu pour le confort et le plaisir, une magnifique promesse d'une nouvelle ère de voyage. Mais le glamour n'était pas réservé aux plus riches. Même en deuxième et troisième classe, l'atmosphère était empreinte d'une espérance et d'une anticipation palpable. Pour beaucoup, ce voyage était le début d'une nouvelle vie en Amérique. Les familles se réunissaient sur les ponts, leurs visages rayonnants d'optimisme, partageant des histoires et des rêves d'avenir. Des enfants jouaient, leur rire résonnant sur la vaste étendue de l'océan. Le navire était une communauté vibrante et animée. Il y avait un sentiment d'aventure partagée, le sentiment qu'ils faisaient tous partie de quelque chose de vraiment historique. Tout le monde, du plus riche industriel au plus humble immigrant, ressentait la magie du Titanic, persuadé d'être sur le navire le plus sûr jamais construit. Le navire lui-même était une merveille d'ingénierie moderne, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Il offrait des commodités inédites pour l'époque, notamment une piscine, une salle de sport et des bains turcs. Les passagers pouvaient envoyer des messages sans fil, une nouveauté qui les reliait au monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Chaque recoin du Titanic murmurait le progrès et l'invincibilité. C'était un symbole de la maîtrise de l'homme sur la nature, un palais flottant qui semblait insensible à tout danger que la mer pouvait présenter. Le voyage à travers l'Atlantique était doux, les jours remplis de soleil et d'eau calme, renforçant la conviction collective dans la nature insubmersible du navire. Cette atmosphère idyllique a créé une bulle de béate ignorance. Les avertissements d'iceberg, reçus via le système sans fil Marconi, ont été notés, mais ne semblaient pas troubler l'ambiance festive à bord. Pourquoi l'aurait-il fait? Sur ce majestueux navire, le plus grand objet en mouvement du monde, le danger semblait être un concept lointain, presque mythique. L'orchestre jouait, les couples dansaient, et la vie continuait son rythme luxueux. Les passagers étaient enveloppés d'un sentiment de sécurité ultime, inconscients que leur paradis flottant naviguait directement vers un destin qui briserait leur monde et changerait à jamais l'histoire maritime. Le rêve était sur le point de se transformer en un cauchemar glaçant. Le voyage serein a pris fin de manière abrupte et terrifiante dans la nuit du 14 avril 1912. À 23h40, le grand navire a heurté un iceberg dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Beaucoup de passagers n'ont d'abord ressenti qu'une légère secousse, une perturbation mineure dans le voyage par ailleurs paisible. Certains dormaient dans leur cabine, tandis que d'autres profitaient encore des divertissements de la soirée. Peu auraient pu imaginer les dégâts catastrophiques infligés sous la ligne de flottaison. Le navire insubmersible était mortellement blessé, sa coque d'acier éventrée par l'immense et ancienne glace. La confusion initiale a lentement cédé la place à une prise de conscience glaçante et horrifiante. Le grand Titanic était en train de couler. Alors que l'équipage commençait à évaluer les dégâts, un sentiment d'urgence silencieux s'est transformé en panique contrôlée. Des ordres ont été criés pour découvrir les canaux de sauvetage, et les passagers ont été invités à se rassembler sur le pont avec leurs gilets de sauvetage. La dure réalité de la situation est devenue claire. Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord. Ce terrible fait a créé une scène désespérée et chaotique. La hiérarchie sociale établie du navire s'est manifestée de la manière la plus tragique, les femmes et les enfants de première et deuxième classe étant priorisés pour une place dans les canaux de sauvetage. L'air nocturne, jadis rempli de musique et de rire, était maintenant percé par les sons de la peur, des ordres criés et des cris déchirants de familles déchirées. Les moments qui ont suivi ont témoigné à la fois du meilleur et du pire de la nature humaine. Des histoires de courage immense et de sacrifice ont émergé, des hommes reculant pour permettre à d'autres d'être sauvés. L'orchestre du navire, dirigé par Wallace Hartley, a continué à jouer. Leur musique calme étant une bande-son surréaliste de la catastrophe qui se déroulait. Leur mélodie apportait un étrange réconfort au milieu du chaos, un dernier acte de dignité face à une mort certaine. Alors que la proue du navire s'enfonçait davantage dans l'eau glacée, l'angle des ponts devenait de plus en plus raide.
Les lumières ont vacillé, puis se sont éteintes, plongeant le navire dans une obscurité terrifiante, brisée seulement par les étoiles froides et lointaines. À 2h20 du matin, le 15 avril, le Titanic a finalement disparu sous les vagues, laissant plus de 1500 personnes luttant dans l'océan glacial. Les cris de ceux qui étaient mis dans l'eau étaient un son terrible qui hanterait les survivants pour le reste de leur vie. Les quelques chanceux dans les canaux de sauvetage ne pouvaient que regarder, impuissants, alors que les sons s'estompaient dans un silence étrange. Le navire de sauvetage, le Carpathia, n'arriverait que 2 heures plus tard, moment auquel la grande majorité de ceux qui étaient dans l'eau avaient repéri du froid extrême. Le rêve avait pris fin, et le monde s'est réveillé avec la nouvelle choquante d'une tragédie d'une ampleur inimaginable. Quand nous parlons du Titanic, nous nous souvenons souvent des noms célèbres, Molly Brown, la mondaine insubmersible, ou les riches Astor et Guggenheim. Pourtant, parmi les 706 survivants, beaucoup sont passés inaperçus dans l'histoire. Ce sont ces survivants, oubliés, souvent de 2e et 3e classe, ou des membres de l'équipage dont les témoignages ont été éclipsés. Prenez par exemple le boulanger du navire, Charles Jouguin. Il était le chef boulanger à bord, et, réalisant la gravité de la situation, il a demandé à son personnel d'apporter des provisions sur le pont des embarcations. Il a également jeté des dizaines de chaises de pont par-dessus bord, espérant qu'elles pourraient servir de dispositif de flottaison pour ceux qui étaient dans l'eau. La survie de Jouguin est l'une des histoires les plus remarquables. Avant que le navire ne coule, il avait bu du whisky, ce qui, selon lui, l'a aidé à supporter l'eau glacée. Il a passé des heures dans l'océan à moins 2 degrés Celsius, s'accrochant à un canot de sauvetage renversé jusqu'à ce qu'il soit finalement ramené en sécurité. Son histoire, un mélange de pragmatisme et de chance incroyable, offre une perspective unique sur la catastrophe. Un autre groupe de survivants souvent ignorés était les 6 hommes chinois qui ont réussi à quitter le navire. Ils étaient des passagers de 3e classe et leur survie a été accueillie avec suspicion et racisme une fois à terre, ce qui a conduit à la suppression de leurs histoires pendant des décennies. Leurs expériences soulignent les préjugés sociaux qui persistaient même après un traumatisme aussi partagé. Nous devons aussi nous souvenir des enfants qui ont survécu, mais dont la vie a été à jamais bouleversée. Michel et Edmond Navratil, connus comme les orphelins du Titanic, n'avaient que 4 et 2 ans. Leur père les avait emmenés à bord sous un faux nom après un difficile litige pour la garde, et il a tragiquement péri dans le naufrage. Les 2 petits garçons, ne parlant que français, ont été secourus, mais n'ont pas pu s'identifier. Leur photographie a circulé dans les journaux du monde entier, jusqu'à ce que leur mère, Marcel, les reconnaisse et soit finalement réunie avec ses fils en Amérique. Leur histoire est un rappel poignant des tragédies familiales personnelles qui se sont entremêlées à la catastrophe plus large. Et puis, il y avait les membres de l'équipage, comme le veilleur Frédéric Fleet, qui a le premier repéré l'iceberg et prononcé les mots célèbres. « Iceberg, droit devant !» Il a survécu, mais il a vécu avec l'immense culpabilité et le traumatisme de cette nuit pour le reste de sa vie. Il a estimé que s'il avait eu des jumelles, il aurait pu voir l'iceberg plus tôt et éviter la catastrophe. Ces individus, du boulanger au guetteur en passant par les passagers immigrés, n'étaient ni riches ni célèbres. Leurs histoires ne sont pas aussi glamour, mais elles sont incroyablement humaines. Elles représentent les centaines de personnes ordinaires qui ont affronté une horreur extraordinaire et ont réussi à survivre. Les conséquences du naufrage du Titanic ont été aussi difficiles pour les survivants que le naufrage lui-même. Beaucoup ont été confrontés non seulement à un profond traumatisme psychologique, mais aussi au jugement social et à des difficultés économiques. Pour les survivants de 3e classe, qui avaient tout perdu dans la catastrophe, commencer une nouvelle vie en Amérique a été une immense lutte. Ils sont arrivés sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient, et une histoire que beaucoup ne pouvaient pas comprendre. Certains ont été accusés de lâcheté pour avoir survécu, alors que tant d'autres avaient péri. Un fardeau cruel et injuste à porter. L'énorme attention médiatique s'est concentrée sur les riches, laissant les survivants plus pauvres traverser leurs chagrins et leurs pertes dans l'obscurité. La raison pour laquelle tant de ces histoires restent inconnues est enracinée dans la dynamique sociale de l'époque. L'histoire est souvent écrite par et sur les puissants. Les enquêtes et les reportages de journaux de 1912 se sont naturellement tournés vers les passagers de haut rang dont la vie était considérée comme plus digne d'intérêt. Les voix des immigrants, des non-anglophones et des membres d'équipage de bas rang ont souvent été marginalisées ou complètement ignorées. Leurs expériences ne correspondaient pas aux récits romancés d'héroïsme et de sacrifice que le public préférait.
Par conséquent, leurs histoires personnelles se sont estompées de la mémoire collective, enfouies sous les récits plus sensationnels qui ont été racontés et racontés à nouveau pendant plus d'un siècle. Il est de notre devoir aujourd'hui de ramener ces histoires oubliées à la lumière. Ce souvenir de chaque survivant, quelle que soit sa classe sociale ou son origine, nous donne une compréhension plus complète et honnête de la catastrophe du Titanic. Cela va au-delà du mythe et révèle la réalité humaine brute de l'événement. Le récit de chaque survivant est un fil dans la riche tapisserie de ce moment historique, et chacun ajoute de la profondeur et de la nuance à notre perception de la tragédie. Leur lutte, leur résilience et leur courage tranquille méritent d'être reconnus. Ils nous rappellent que l'histoire ne se résume pas à de grands événements et à des noms célèbres. Elle concerne les innombrables vies individuelles qui en sont à jamais changées. Enfin, rendre hommage à ces survivants oubliés est un hommage à la force de l'esprit humain. Leur capacité à endurer une telle épreuve et à reconstruire leur vie est un témoignage puissant de résilience. Des personnes comme Charles Jouguin, les frères Navratil et Frédéric Fleet nous montrent un autre genre de courage. Non pas le grand héroïsme cinématographique, mais la volonté tranquille et déterminée de vivre. Alors que nous continuons d'être fascinés par l'histoire du Titanic, faisons un effort conscient pour nous souvenir de tous ceux qui ont navigué à son bord, en particulier ceux qui ont survécu contre toute attente, pour être ensuite oubliés par le temps. Leur héritage est celui de la survie et de la persévérance, et c'est un héritage qui mérite d'être célébré.